Merci beaucoup. Alors, on a déjà des inscrits, on manque cruellement de femmes, s'il vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à venir mettre votre nom ici. Et alors, on salue aussi les 500 personnes qui nous suivent actuellement sur les réseaux sociaux grâce à TV Debout. Merci à vous de nous suivre. Et on prend aussi les questions que vous pouvez poser vos questions, en gros, dans la zone commentaire de YouTube et de Facebook, on les prendra. Voilà, le papier est parti, je sais pas où. Ah, mais du coup, je sais plus qui appelait en premier. Ah, c'est bon, c'est le monsieur. Hop. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci aux organisateurs, merci monsieur Lordon, merci monsieur Friot. C'était passionnant, je suis content de voir qu'il y a beaucoup de monde dans la salle. J'en profite aussi pour vous remercier monsieur Lordon parce que j'ai quitté mon ancien emploi en vous écoutant parler à madame. C'est exact. En percevant notamment la violence des rapports managériaux et puis aussi la question des affects joyeux et de la façon dont on essayait de nous convaincre de la joie qu'on était censé trouver au travail. Alors pardon, j'ai deux questions en fait. La première, dont vous traitez assez souvent, c'est celle de la violence. La société, donc, comme vous le disiez dans une autre conférence, est striée, zébrée, parcourue de violences de toutes sortes, symboliques, de genre et ainsi de suite. Et je me demandais, dans une révolution, ce qu'on faisait de la violence, c'est-à-dire en particulier de la violence qui d'abord divise le camp révolutionnaire, comme on l'a vu à Tambov, l'insurrection de Makhno, de Kronstadt et ainsi de suite. Donc comment gérer cette violence-là au moment de la révolution, et puis surtout comment gérer la réponse à la violence réactionnaire et contre-révolutionnaire qui de toute évidence serait énorme en cas d'ébranlement du système. Et la deuxième question que je me pose, c'est par rapport au capitalisme. Marx l'analysait, ainsi que la bourgeoisie, comme étant des forces de progrès dans un premier temps par rapport à la féodalité. Il me semble que la dimension progressiste a été perdue depuis bien longtemps par le capitalisme, mais je me demandais du coup, pour les pays du tiers-monde dans lesquels le capitalisme en quelque sorte n'a pas réalisé tout son potentiel, comment on pouvait faire, comment envisager la révolution. Je suis tunisien, donc on vient d'en vivre une, et je suis curieux de savoir, étant donné que là, on a une sorte de période réactionnaire qui est en train de se décider. Et petite question juste sur la violence par rapport à ce que disait M. Friot, et après je me tais. C'est sur la question de la socialisation. Vous disiez qu'on avait un processus qui a été silencieux de long terme. Est-ce que vous pensez que la socialisation progressive, c'est une façon d'éviter la violence révolutionnaire et la violence extrême telle qu'on a pu la vivre dans d'autres expériences révolutionnaires? Voilà. Au moins la transition avec ce qui précède est immédiate. Je considère en effet que la violence est une question anthropologique de première grandeur et que toute pensée de la Révolution a à s'y confronter. Je ne sais pas si je dois me lancer dans le détour qui me vient à l'esprit, peut-être que oui, parce que même dans la discussion politique, et pas seulement théorique, ou plutôt surtout dans la discussion politique, cette question de la violence reconduit au télescopage de ce que j'appelle les anthropologies hémiplégiques, ou unilatérales, à savoir l'homme mauvais, l'homme loup pour l'homme, l'anthropologie hobbesienne à ma droite, l'homme coopératif, altruiste et sympathique à ma gauche. L'anthropologie, disons, d'une certaine pensée libertaire qu'on peut faire remonter éventuellement jusqu'à Rousseau. Cette antinomie anthropologique m'a toujours semblé inepte. Bon, alors pour le coup, là, je vous prie de m'excuser, mais je vais opérer nécessairement un changement de régime et une légère bifurcation de registre. Hein. S'il y a un philosophe qui a parfaitement vu la chose, eh oui, Homo homini lupus et Deus, l'homme est un loup et un dieu pour l'homme. La question n'est donc pas de savoir s'il est un loup ou s'il est un dieu. La question est de savoir, comme toujours, quelle forme institutionnelle nous nous donnons et comment nous agençons nos biotopes politiques pour qu'ils soient davantage un dieu qu'un loup, et pas l'inverse. Il est bien certain que les effets de ce point de vue du capitalisme sont assez faciles à répertorier. La violence, me semble-t-il, est la tâche aveugle de la pensée révolutionnaire,
et en particulier dans la version qu'en a donnée Lénine dans l'État et la Révolution, qui la résume dans le syllogisme suivant: majeur, toute violence dans l'histoire est violence de la lutte des classes. Or, mineur, la société communiste est la société sans classe. Ergo, conclusion, dans la société communiste, il n'y aura plus de violence. J'ai le regret de critiquer ce beau mouvement parce que c'est le moment où Lénine a tendu la main aux anarchistes dans la conjoncture particulière qui est celle que vous connaissez, puisque le livre a été écrit en septembre 17. Et cependant, si vous voulez, ici, pour moi, la carence de pensée anthropologique est abyssale. Alors il faut y répondre. C'est l'une des tâches aveugles anthropologiques du marxisme. On ne peut pas reprocher à Marx de n'avoir pas tout pensé. C'est aussi la tâche aveugle du marxisme après Marx, notez bien. Bon. Alors, là où la violence, je fais juste une petite parenthèse, pour indiquer quand même, parce que là j'y vois un signe des temps. La violence politique est une question qui est en cours de détabouisation accélérée. Il y a 10 ans encore, évoquer l'idée de violence en politique, mais même dans un écrit théorique, faisait de vous une espèce d'irresponsable qui veut mettre la société à feu et à sang et qui a la barbe aux lèvres, ou pas loin. Là, on est en train de s'apercevoir qu'on arrive dans des zones critiques où un certain nombre de choses vont avoir du mal à se passer calmement. Et cependant, il ne faut pas sous-estimer l'immense difficulté de penser, pour commencer, que pose la question de la violence à une perspective révolutionnaire. Car en effet, pour affirmer un projet révolutionnaire comme celui de la souveraineté collective des producteurs, il va falloir passer sur le corps de la propriété privée. Et ça risque de ne pas se faire sans casse. Et, en effet, la violence contre-révolutionnaire sera déchaînée. Car alors là, pour le coup, l'histoire est assez riche d'enseignements invariants dans ce registre-là. Toutes les tentatives en cette matière ont été réprimées, et je les évoquais à l'instant, ont été réprimées dans le sang. Alors évidemment, si vous voulez, on ne peut pas contempler cette perspective sans en être étreint. Et puis il faut se demander également, qu'advient-il d'une forme politique qui naît dans des circonstances pareilles? Comment pourrait-elle ne pas en être marquée de manière indélébile? Car la forme politique aura du mal à éviter de prendre, sous les nécessités de la guerre civile révolutionnaire, une forme étatique centralisée. Et alors comment pourrait-elle se défaire de ce pli originel? Comment un État qui naît dans le chaos révolutionnaire peut-il ne pas être un État centralisé, militaire, policier, violent et totalitaire? Voilà la question à se poser. Et c'est une question dont la réponse n'a rien d'évident et à laquelle on ne répondra pas à coup de wishful thinking, c'est-à-dire à coup de pensée magique qui ferait l'impasse sur la question plutôt que de la résoudre. Alors maintenant, quant à la deuxième partie de la question sur le capitalisme et les rapports marchands reconnus par Marx comme force progressiste de leur genre. Alors je suis vraiment incapable de répondre de manière tant soit peu précise à cette question, puisque j'ignore à peu près tout de la situation économique, sociale et politique des pays du Sud. En revanche, je peux donner au moins un témoignage qui donne à penser, c'est qu'ayant été en Tunisie peu après la Révolution de printemps, il était évident que bon nombre des progressistes que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Tunis voyaient en effet l'avènement de quelque chose qu'il faut bien appeler la société néolibérale comme une espèce de soulagement, comme une espèce de perspective parfaitement aimable. Et qu'à l'évidence, la situation n'était pas mûre pour commencer à leur faire la leçon sur « mais regardez dans quoi vous êtes en train de vous engager ». Compte non tenu d'ailleurs de
la manière dont la suite des événements a tourné. Je suis entièrement d'accord avec Frédéric sur l'illusion du communisme comme société sans classe. Pour moi, je ne crois pas du tout à cette affaire. Il y a du tragique dans la société qui doit être assumé. Et des propositions de révolution qui n'assumeraient pas ce tragique, pour moi, sont irresponsables. C'est pourquoi, par exemple, je considère que nous pouvons euphémiser, bien sûr, dans une stratégie de souveraineté populaire sur le travail, nous pouvons euphémiser les rapports de classe, mais penser qu'on va les supprimer, pour moi, ça n'a pas de sens, et ça peut conduire à des propositions tout à fait irresponsables, hein, de supprimer la monnaie, de supprimer le travail, des propositions de société de la transparence, des valeurs d'usage dans lesquelles il n'y aura plus d'expression. Bien sûr que la monnaie, c'est l'expression de la violence, mais c'est aussi la façon de la gérer. Il faut, bien sûr que la hiérarchie des salaires, telle que je la préconise, c'est une expression de la violence, mais c'est aussi une façon de la gérer. Tout projet révolutionnaire doit faire avec la violence et prévoir les institutions de sa gestion. Sur maintenant la bourgeoisie comme moment progressiste, ça me paraît tout à fait évident. Enfin, lorsque la bourgeoisie est capable d'inscrire au fronton de la République que les humains naissent et demeurent libres et égaux en droit, c'est un considérable progrès sur la société féodale, qui disait très exactement le contraire, et qui était fondée sur la différence des statuts liés à la naissance. Et c'est d'ailleurs je suis incapable de répondre, là je vais voter en touche comme Frédéric, je suis incapable de répondre à la question est-ce qu'il faut passer par le capitalisme pour passer au communisme, ça j'en sais rien. Mais ce que je constate, c'est que notre difficulté à mobiliser collectivement aujourd'hui vient de ce que nous ne rendons pas désirable notre projet. Il n'est pas désirable. Or, la bourgeoisie a été capable de rendre désirable le statut de la personne qui est l'opposé au servage. Nous, il s'agit de rendre désirable le salaire comme droit politique, de rendre désirable la gestion et la propriété des entreprises par les travailleurs eux-mêmes. Je crois que là, construire ce oui-là, ça reste absolument nécessaire si nous ne voulons pas nous retrouver ensuite devant une troïka, devant une violence capitaliste qui nous mènera à la défaite. Est-ce que vous sauriez où se trouve l'affiche? Elle a mystérieusement disparu. D'accord, elle n'était pas très loin en fait. Alors, autre chose, on a jusqu'à 20h30 pour les questions. Vous êtes nombreuses à vous être inscrites, ce qui est trop cool, mais on va avoir un petit manque de temps, donc si vous pouviez être concis dans les questions que vous posez, ce serait chouette. Annie, qui était la seconde personne à s'être inscrite. Donc là, tout de suite, on va prendre la question d'Annie, et après, on prendra une question qui nous vient du monde d'Internet. Voilà.
c'est moins une question qu'une remarque. Il a été fait appel à l'histoire et au médiateur. Alors, puisque les deux intervenants ont fourni des éléments, à la fois sur l'histoire et les médiateurs, je voudrais simplement poser une question historique, faire une remarque historique. Finalement, quand il y avait des organisations de lutte de classe fortes, il y a eu des victoires, certes des victoires partielles, je ne vais pas m'embarquer dans la Révolution, mais de fortes victoires. Tu as évoqué tout à l'heure les ministres communistes et la CGT de Frachon, la CGT des unitaires. Est-ce que oui ou non, il y a eu des victoires importantes, comme la sécurité sociale, au contraire de ce qu'on raconte, et Friot l'a dit souvent, la sécurité sociale, c'est un combat, le CNR, c'est un combat, il ne faut pas imaginer que tout le monde était d'accord, c'était une situation d'extrême désaccord. Mais les combatifs, en l'occurrence les communistes et les syndicalistes communistes, parce que c'est comme ça, c'est historique, les archives le montrent, c'est incontestable, ont acquis à un moment les moyens de peser sur la réalité sans faire la révolution, on est bien d'accord. Est-ce que oui ou non, on a besoin d'organisations politiques et syndicales qui soient en mesure de permettre des conquêtes? Est-ce que c'est la réalisée? Non. Depuis une trentaine d'années, non. Et c'est la raison pour laquelle les victoires ont été remplacées par des défaites. Et je dis bien d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une espèce de limite chronologique qui serait venue, par exemple, il a été invoqué Rocard. Mais enfin, la sécurité sociale, ils se sont battus quand elle a été faite, ils ont été obligés de la faire. Ils se sont battus comme des chiens pour la défaire. Donc oui, il faut des organisations politiques. Les avons-nous? Non. Il faut les reconstruire. Et je pense de ce point de vue qu'il faut arrêter de verser des larmes de sang sur les révolutions qui ont échoué, etc. Non. L'impérialisme a été en mesure de faire échouer les révolutions. Je peux donner un exemple. Le Venezuela, c'est pas. Ça fait 20 ans qu'ils se battent. Comme vous le voyez, la vision du Venezuela, c'est une espèce d'horreur abominable, d'absence de liberté, etc. Ça montre à quel point la bourgeoisie dispose de forces énormes qui ne sont pas seulement les siennes, mais qui sont celles de l'impérialisme dominant. Il faut se poser ces questions-là parce que si on ne reconstitue pas ces organisations qui ont obtenu en 1936 les 40 heures, qui ont obtenu en 1945-46 les statuts des cheminots, les statuts de l'EDF, etc., eh bien, on n'avancera pas. Voilà pourquoi, en absence de médiateur, nous n'obtenons rien, et notons-le. La bourgeoisie, elle, est parfaitement unifiée. Elle a un syndicat unique. Elle a des partis qui sont pratiquement uniques, c'est-à-dire unifiés. En assemblée générale, de demander aux gens de descendre. Mais on a... Bref. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Annie Lacroix-Ris. S'agissant de Rocard, ce que je voulais signaler, c'est que évidemment, même dès 45, les ordonnances de 45, c'est déjà une défaite de la CGT, parce qu'il y a deux caisses et non pas une, en fait, etc. etc. Donc, dès le départ, il y a un combat de classe absolument déterminé. Mais il n'a trouvé son argumentaire et sa dynamique que lorsque la seconde gauche les lui a apporté. Et c'est là que Rocard, la CFDT, la Fondation Saint-Simon, Rosan-Vallon, Furet, Piketty, tous ces gens-là sont des gens hautement condamnables. Alors donc, la question suivante a été posée par Lucie
sur, alors je sais plus si c'est Facebook ou YouTube. Elle est la suivante. Que penser du modèle des coopératives d'activité telles qu'elles existent déjà comme moyen de bascule vers la souveraineté des producteurs? Il y a des réactions dans le public. Y a-t-il possibilité d'y adjoindre de nouveaux organes syndicaux et d'en faire des médiateurs intéressants? Je résiste à dévaler la pente qui s'est présentée devant moi lorsque Bernard a commencé à parler de Rosanvallon, Furet, Piketty, etc. Donc je voudrais qu'on me crédite au moins de prendre sur moi. Quant à la... Ah oui, non. Oui, parce que vous avez vu que Patrick Artus est en train de se répandre dans un discours néo-marxiste tout à fait ébouriffant. Hein. Donc, oui, tout arrive, mais ouais, ça dépend. Alors, sur la question des coopératives, mais oui, évidemment, je veux dire, là, c'est le modèle à l'état de laboratoire. Le problème, bien sûr, c'est de dépasser la condition présente des expérimentations coopératives qui ne sont qu'à l'état d'isolat. Et vous comprenez bien que tant qu'elles demeurent à cet état d'isolat, le capital grand prince les tolérera. Comme d'ailleurs il tolère toutes les expérimentations alternatives, désertrices, pourvu qu'elles restent peu nombreuses, hein, n'est-ce pas? Or, toute la question, bien sûr, c'est d'obtenir, alors là, pour le coup, une destitution, mais d'ampleur macroscopique, qui est la destitution du droit de propriété privée sur les moyens de production. Tout à fait autre chose. Que les gens expérimentent la propriété collective par-ci, par-là, parfait, on les laissera faire. Mais si jamais c'est le système massif du droit de la propriété qui est attaqué, là, les choses se passeront différemment. Et on n'en est pas là. Donc, quelle est la valeur du germe? Puisque c'est comme ça qu'il faut considérer ces expérimentations, ce sont des germes. Alors, leur valeur inestimable, c'est qu'elles nous mettent sous les yeux des expériences, c'est-à-dire des manières réalisées de faire autrement, et qui prouvent donc, par une démonstration en acte, que la chose est possible. C'est une très très grande valeur, ça, puisque les mécanismes de l'émulation jouent un rôle fondamental dans la formation des dynamiques collectives politiques. Pour autant, toutes ces organisations, toutes ces expérimentations coopératives ont à survivre dans un environnement qui leur est extraordinairement adverse. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne peut pas s'en remettre uniquement à leur surgissement spontané, car en quelque sorte, l'hostilité du milieu écrème celles qui font la preuve d'une viabilité absolument extraordinaire, qui sont prêtes à résister dans les grands vents de la concurrence, dans les grands vents de l'hostilité du système financier à leur endroit, etc., et qui ne survivent finalement qu'à trouver une niche dans laquelle elles se trouvent relativement abritées. Mais on le sait bien, enfin, une organisation coopérative qui doit gérer la mauvaise conjoncture, les pertes, la pénurie, c'est une organisation qui, tôt ou tard, ira mal humainement. Voilà, la réfraction des contraintes économiques extérieures à l'intérieur de l'organisation, il produira tous ces effets dévastateurs. Bon, et c'est l'une des raisons en particulier pour lesquelles l'espérance de vie de ces expérimentations laisse à désirer. Bon, qu'il y en ait quelques-unes qui résistent dans le paysage, évidemment, nous le savons, et c'est très bien. Mais ça n'est pas là qu'est l'enjeu. L'enjeu, c'est dans la généralisation de cette forme, et cette généralisation, elle ne passe que par l'inscription dans un droit, c'est-à-dire par le renversement d'un autre droit. Et je note d'ailleurs que le renversement du droit peut se faire par la jurisprudence, hein, toujours sur cette question de la prise du pouvoir d'État. Le droit de propriété a connu une mutation considérable au XVIIIe siècle par des changements de jurisprudence. Je reviens donc à cette affaire que le changement des institutions de la production ne nécessite pas nécessairement la prise du pouvoir d'État au sens où on l'entend. Les coopératives sont un échec, hein, puisque nous sommes à 50 000 à la fois coopérateurs et salariés, parce qu'ils ne sont pas tous coopérateurs dans les coopératives,
pour 25 millions d'actifs au bout de 150 ans. C'est un échec total. C'est l'échec total qui montre l'importance de ce qu'a dit Annie Laquaris, ou de ce que j'avais signalé. On ne peut pas changer le mode de production sans conquérir des institutions macroéconomiques en termes de statut des personnes et de propriété. Lorsque l'on reste dans l'ici et maintenant, on est condamné à la marginalisation ou à la récupération. Marginalisation, on est dans une niche, mais ça ne dérange personne, du côté du capital. Récupération, dès que des start-up construites sur un mode anticapitaliste au départ par des gens désireux de produire autre chose ont trouvé leur business model, pouf, vous aviez Xavier Niel qui achète. Et vous avez La Ruche qui dit oui, qui démarre très bien, puis qui finit très mal. Donc la sortie de cette alternative marginalité ou récupération suppose la conquête d'institutions macro. Mais cette réponse ne suffit pas, parce que moi je veux saluer et dire mon admiration pour un phénomène politique tout à fait nouveau. Le nombre des jeunes diplômés qui font sécession, qui ne veulent pas produire de merde pour le capital, qui... pour des raisons écologiques souvent, mais pas que, pour des raisons anthropologiques, pour des raisons territoriales, enfin, etc., entendent bien construire une alternative. Alors, ils le font par l'ici et maintenant, parce que c'est comme ça que ça se passe, je le constate, et je m'en vais pas cracher dessus. Je veux au contraire le saluer. Je trouve qu'il y a chez Marx une façon de se moquer de la coopérative comme façon de remplacer l'ambition révolutionnaire par de l'ici et maintenant, qui n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui. Nous avons maintenant des centaines de milliers aujourd'hui d'alternatives en France mais qui ont besoin. Moi, c'est mon rêve, hein, c'est que la tradition, moi je suis porteur de la tradition cégéto-communiste, et je m'en fais gloire, pour la raison qu'Annie Vinocure a rappelé, Annie Vinocure, c'est ma directrice de thèse, j'en profite pour la saluer, et lui dire tout ce que je lui dois, et je vous renvoie à tout ce qu'elle fait sur l'intrusion progressive du capital dans l'enseignement supérieur, qui montre que le but du capital, c'est pas de réduire le nombre d'étudiants, pas du tout, hein, absolument pas. Plus il y en a, plus ça lui va. Donc, faut faire attention dans la bagarre contre la sélection, comment on l'amène, hein. C'est d'en finir avec une propriété non lucrative de l'outil, avec des fonctionnaires, avec tout ça. C'est avec ça qu'il veut en finir. Pour la raison donc qu'Annie Laquaris a rappelé, hein, c'est que c'est parce qu'il y a une organisation syndicale et politique apte à mener des batailles efficaces et à lutter contre la répression. Parce qu'encore une fois, s'il y a bataille efficace, il y a forcément répression. C'est à cette condition que l'on conquiert des institutions macro. Mais en même temps, c'est le deuxième pied de l'activité révolutionnaire aujourd'hui. En même temps, nous avons aujourd'hui des militants qui viennent d'un autre espace politique que le mien, qui est communiste. Alors, je suis à la FSU parce que je suis pas à la CGT, mais enfin c'est un peu pareil. Et qui ont, par rapport au type de militance que je représente, qui ont une forme d'unité entre les convictions et les pratiques. Dans ma militance à moi, il n'y a pas toujours eu de l'unité. Là, il y a une forme de radicalité dans cette jeunesse diplômée, assidue à de l'alternative, qui est pour moi révolutionnaire. Et
je rêve de la capacité d'interaction de ces deux traditions, parce qu'elles ont beaucoup à s'apprendre l'une à l'autre. Pardonnez-moi, je reprends la parole un instant, mais je ne peux pas manquer d'appuyer ce que vient de dire Bernard, parce que c'est une impression que je trouve très frappante également, et qui interroge d'une certaine manière l'une des questions qui nous était suggérée, celle du déjà-là révolutionnaire, mais qui l'interroge sous une autre forme que celle que tu poses généralement. Le déjà-là révolutionnaire, alors oui, ça peut être les institutions de la sécurité sociale, du salaire à vie, etc., mais c'est aussi, ça réside aussi dans un germe désirant. Dans le germe désirant d'une autre manière de vivre. Et en effet, ça c'est en train de se répandre. Et c'est en train de se répandre dans la jeunesse, ou en tout cas dans une fraction de la jeunesse, dont au demeurant, vous êtes des représentants. Je vais faire le pari audacieux que parmi vous, il s'en trouve plutôt une majorité dont le désir n'est pas orienté par l'obtention d'un poste dans une salle de marché, l'ivresse des études de marketing, ou ce que vous voulez, mais par d'autres choses. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes tous prêts ici et maintenant à aller vivre dans une cabane à la ZAD, parce que ça c'est exigeant, mais que vous êtes déjà en état de demi-sécession. Et ça me semble en effet tout à fait important. Je serais tenté de dire qu'il y a une fraction de la jeunesse qui est en état de décrochage spirituel avec le capitalisme. Et je le dis sérieusement. Je le dis sérieusement. Alors, moi j'ai la chance de recevoir des mails étonnants. Des mails de gens qui sont alors de plus en plus jeunes, des lycéens, mais des gens aussi que vraiment j'aurais jamais imaginé voir venir, qui sont dans des grandes écoles, ou qui sont en classe préparatoire à Louis-le-Grand, où normalement tout le système concourt à éviter que ce genre d'idées ne leur traverse l'esprit. Et pourtant ça passe. Donc là vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tectonique des plaques. C'est vraiment une subduction. Et ceux qui sont là-haut n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe. Pas la moindre. Et un jour, évidemment, quand on n'a pas les senseurs directement posés sur les plaques en mouvement, on a conscience du mouvement quand le tremblement de terre a lieu. Ah, ça, évidemment, ça va les laisser les yeux écarquillés. Je reçois un autre mail, pardon, je l'ai amené parce qu'il me semblait tellement frappant et symptomatique que je ne résiste pas à la tentation de vous le lire. Je ne vais pas outer la personne parce que là, la pauvre, je lui ferai vraiment du mal. C'est manifestement quelqu'un qui travaille dans la finance. Je lis. D'abord, dans une grande banque française, quelques expériences personnelles. D'abord, dans une grande banque française où j'ai vu la violence des rapports entre cadres et managers et été témoin de 2 démissions en 5 mois. Également à noter des discussions intéressantes sur le rôle de la dette privée en tant qu'outil de chantage. À la Banque des banques à Francfort ensuite, où j'ai vu de jeunes analystes et stagiaires peu à peu comprendre le peu de sens que leur travail revêtait. Là-bas aussi, les jeunes s'en vont, malgré des conditions de travail plus que correctes. Dans un département européen de recherche en économie où sur 8 PhD, 2 ont préféré quitter la recherche pour se consacrer à d'autres projets plus en phase avec leurs aspirations. Ça vient de la finance. Vous voyez, c'est à peu près comme si à la Curie, on commençait à se poser des questions sur l'existence de Dieu. Si j'ose dire, ça serait signe que ça branle dans le manche au Saint-Siège. Enfin, c'est une phrase qui peut être interprétée... on va me prêter des pensées que je n'ai absolument pas. Alors, vous voyez,
Si à Bercy, à Matignon ou à l'Élysée, on avait conscience de ça, mais on s'affolerait pour prendre des billets pour Coblence. Voilà, donc ils ne voient rien, les médias ne voient rien, et c'est pas parce que ces gens ne voient rien que rien ne se passe. Bonsoir à tous, je suis un peu, je suis ingénieur en retraite depuis 18 ans et j'ai coutume de dire j'ai appris plus de choses depuis 18 ans que dans les 60 années précédentes. Évidemment, pas dans le même sujet, mais certaines je les ai apprises avec Frédéric. J'ai fait la connaissance il y a un peu moins de 13 ans, le 27 mai 2007. C'était 2 jours avant le non au référendum. Donc, je voudrais d'abord, comme on a beaucoup parlé de la sécurité sociale et de ce qui s'est passé à la Libération, je voudrais simplement citer le film La Sociale de Gilles Perret, dans lequel on voit Ambroise Croizat s'user la santé pour mettre en place la sécurité sociale. C'est extrêmement émouvant. Et puis après, on voit un ministre du Travail dans le fauteuil d'Ambroise Croizat, et on lui dit: vous savez qui était assis avec vous dans votre fauteuil avant? Et le mec, il ne sait pas. Alors je vais être charitable, je ne vais pas dire son nom. Vous irez voir le film et vous le savez. Bon, d'accord. Maintenant, si j'ai voulu prendre la parole, c'est parce que bon, je vois aussi tout ce surgissement. Je fréquente des tas d'organisations, Négawatt, Alternativa, Attac, Copernic, mais je ne parle qu'en mon nom propre, bien entendu. Pour ce qui est des rapports de force, puisqu'on a parlé des termes de défaite et de victoire, je pense aussi aux analyses de rapports de force. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été abordé, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, dire des truismes, c'est que le déséquilibre du rapport de force, il résulte notamment de ce qui se passe avec l'Union européenne de Lisbonne. Je veux dire que quand on a envie de casser quelque chose de l'héritage du CNR, eh bien, il y a des gens à la Commission qui passent un contrat à PricewaterhouseCoopers. Si aujourd'hui nous n'avons plus la poste que nous avions avant, celle du service universel, il y a un type qui a cassé sa pipe depuis, qui s'appelait Paul Kleindorfer. Ben, il a écrit le rapport que la Commission attendait sur les coûteuses obligations du service universel, et ça a ouvert la voie à la déstructuration de la poste. Plus récemment, eh bien, c'est le TSIC. Vous ne connaissez pas ça, le TSIC? Je ne vais pas faire la liste de tous les lobbies qui colonisent Bruxelles, mais c'est le Trade Secret Initiative Committee. Et c'est lui qui a fait la loi sur le secret des affaires, qui vient d'être transposée en droit français maintenant, et qui supprime les protections des lanceurs d'alerte. Donc, voilà, je voulais simplement nommer l'ennemi, quoi. Je veux dire que parmi toutes les réalisations possibles d'une union politique en Europe, celle que nous avons, celle que j'appelle l'UE de Lisbonne, c'est sans doute la pire de toutes, quoi. Je veux dire, une union qui fait passer les droits des créanciers avant les droits humains, comme on l'a vu en Grèce depuis 4 ans, c'est pour moi quelque chose que j'exècre. Donc, quand on a des projets pour changer la société, il ne faut pas ignorer cet éléphant au milieu de la pièce. J'avais dit que j'allais enfoncer des portes ouvertes. Enfin, il y a un dernier point, ça c'est une info que je voudrais partager. Elle ne va pas convenir à Frédéric, je vais parler d'une proposition qu'il condamne, je crois. Vous savez, en Suisse, ils ont un truc que nous n'avons pas, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Donc, tous les ans, ils votent 3 ou 4 fois par an sur les sujets les plus divers. Et figurez-vous que le 10 juin prochain, dans un peu moins de 10 semaines, j'ai presque fini, je vois que j'ai presque fini. Dans un peu moins de 10 semaines, on votera sur une proposition qui probablement sera rejetée, elle a toutes les chances d'être rejetée, mais si elle ne l'était pas, ce serait une déflagration dans le macronistan triomphant. Parce qu'au pays des banques suisses, il s'agit de supprimer le privilège bancaire. Il s'agit de mettre fin à la création monétaire, à la privatisation de la création monétaire. Alors je sais que c'est une idée qui a été reprise par Maurice Allais et Andy Fischer, et que tu ne partages pas forcément, Frédéric, mais le simple fait que ça donne lieu à du débat public sur cette question du pouvoir de création monétaire,
me paraît une occasion à ne pas négliger. Merci de m'avoir écouté. Merci. Alors donc, à partir de maintenant, on va faire un truc. On va dire que c'est 2 minutes par intervention. Ok? C'est pas que voilà, c'est pas que c'est pas intéressant, au contraire, mais c'est pas le format qu'on avait. Voilà. On avait. Bref, après on peut s'adapter, mais si on veut qu'il y ait suffisamment de gens qui participent, il nous reste 30 minutes. Voilà. Donc, ouais, on va le redéplacer. T'inquiète. C'était juste un petit Larsen. On appelle maintenant Danae. Danae, qui est Danae? Là-bas, Danae, rejoins-nous. Pas de chance, t'es la première à expérimenter les 2 minutes. Mais je comptais. Oui, c'est vrai. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. Merci aussi d'être une source d'inspiration. Je pense qu'on est beaucoup ici à avoir lu avec attention et écouté avec attention ce que vous disiez et écriviez, et c'est très précieux. Donc merci pour ça. Moi j'avais une question un peu en 2 parties. C'est vous avez moqué Monsieur Friot avec beaucoup de pertinence les critiques sur comment on appelait les gens utiles lorsqu'ils n'étaient pas producteurs. Mais ma question du coup c'est est-ce que on ne risque pas est-ce qu'on ne peut pas trouver en fait une dignité en dehors du statut de producteur? Et donc est-ce qu'on ne risque pas, en arrimant entièrement le salaire à vie et la rémunération d'une production à un statut économique, de juste développer une autre forme d'aliénation, qui serait celle d'être nécessairement producteur? Donc j'aimerais un peu des détails là-dessus. Et en rapport avec ça, on a beaucoup le modèle aujourd'hui de l'entrepreneur qui par sa production économique, justement, serait le nouveau héros de notre temps. Et ce modèle, cet esprit du capitalisme, comment le déjouer? Comment, justement, proposer un nouveau modèle qui ne tombe pas dans ces écueils-là, qui sont pourtant bien implantés dans la société et dans les façons de penser, et comment, plutôt stratégiquement, déjouer la figure de l'entrepreneur et cet esprit du capitalisme d'une manière générale. Avant d'oublier, je voudrais faire une petite pause de publicité. D'une part, vous voyez l'affiche à Margy. C'est une pièce de théâtre dont Judith, qui est ici, est à la fois l'auteur et l'interprète avec sa troupe. Judith nous sommes un certain nombre à avoir l'extrême chance que notre travail, qu'une artiste s'en soit emparée pour exprimer, autrement que nous on sait faire, aussi bien Frédéric que moi, un certain nombre de thématiques, et pour faire du théâtre politique à partir de nos travaux. Et à Margy va reprendre à partir de fin avril à la Manufacture des Abbesses, et je vous invite vivement à aller voir cette anti-tragédie de la dette. Deuxième page de publicité, après-demain à Saint-Denis, là encore c'est un autre artiste qui s'est emparé de notre travail et qui fait un concert, c'est l'Inconsolable, sur l'augmentation. Et vous avez peut-être vu les flyers de ce concert, et ce sera suivi, donc c'est du rap, on peut dire, mais qui reprend des thématiques que nous développons, et il y aura ensuite un débat après le concert, et c'est donc à Saint-Denis. Et puis, Réseau Salariat, il y a été fait allusion au départ,
vous pouvez également vous procurer à la sortie un tract qui essaye justement de monter en généralité, comme y invitait Frédéric dès le départ, sur est-ce qu'il y a une incitation à être producteur? Le capitalisme, il nous nie comme souverain sur la production. Et donc il a construit une espèce d'anthropologie, un ersatz, dans lequel seule la dimension valeur d'usage du travail est mise en avant. Et on est censé se contenter de cette dimension incontestable de la valeur anthropologique du travail, qui est de produire des choses utiles indépendamment de la production de valeur économique. Mais j'y insiste, sortir du capitalisme et le faire à la hauteur de la lutte de classe que nos adversaires ont engagée, enfin engagent en permanence, ça suppose de nous poser aussi en tant que personne dans l'ordre de la valeur économique. Je fais tous les premiers lundis du mois, ou à peu près, enfin la prochaine c'est le 9 avril, un séminaire à la Bourse du Travail sur cela, sur les droits économiques de la personne. C'est quoi faire du salaire un droit politique, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'il y a une injonction à produire. Il y a le fait d'être reconnu comme producteur. On commence par ça, puis ensuite les gens produisent ou produisent pas. Mais alors que le capitalisme, il nous nie comme tel. Il faut qu'on s'insère dans un truc qui n'est pas nous et dont ils ont la clé. Il faut en permanence qu'on ne montre pas de blanche. Il faut en permanence qu'on fasse face à de la suspicion dans l'ordre de la valeur économique. Il faut au contraire que nous conquérions un statut des personnes qui nous pose dans l'ordre de la valeur économique. C'est pas une injonction à produire... et surtout, c'est produire de la merde pour le capital, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est une condition d'une alternative. Et qui fait aussi que nous ne faisons pas la révolution par en haut avec un bon État qui ferait une bonne politique, tout ça c'est de la blague. Que nous faisons la révolution à partir des producteurs eux-mêmes. Encore faut-il leur donner un statut lié à leur personne. La question de la figure de l'entrepreneur, je ne sais pas trop qu'en dire, à vrai dire, et donc je vais peut-être laisser à Frédéric le soin d'en dire quelque chose, s'il a envie d'en dire quelque chose. En tout cas, fort de la sociologie de 2 siècles de droit du travail, tel que Claude Didry, par exemple, nous la raconte dans un ouvrage majeur qui s'appelle L'Institution du travail, qui est paru en 2016 à la Dispute. Comment dire, le capitalisme n'assume pas la fonction d'entrepreneur, pas du tout, absolument pas. Le capital, pour se mettre en valeur, il a absolument besoin d'être liquide. Et surtout avec la globalisation financière actuelle. Il ne veut pas s'engluer dans une production, dans un territoire, gérer des milliers de personnes. Tout ça, ça limite sa capacité de mettre en valeur à la nanoseconde en profitant de ceci et de cela. Et donc, ça a été au contraire une bataille syndicale pour obliger du capital qui est, par nature, donneur d'ordre, qui ne veut pas s'engluer dans la production, qui ne vit que de l'exploitation de la production, bien sûr, qui n'existe que parce qu'il décide de ce qui va être produit, mais il n'organise pas lui-même. Il décide à travers l'investissement, à travers des règles managériales, enfin, etc., etc. Donc, la figure de l'entrepreneur, pour moi, n'est pas du tout une figure capitaliste dont il faudrait que nous sortions. Je pense que nous crevons de ne pas être
de ne pas être soutenus dans notre désir de produire autrement, d'exprimer notre personnalité à travers la production de valeur qui a un sens en termes de valeur d'usage qui est produite, etc. Donc moi, je ne mets pas du tout la figure de l'entrepreneur du côté du capital. Alors si pour me couler dans la question et au risque, à t'entendre, de faire un oxymore, je conserve la figure de l'entrepreneur capitaliste et que se pose la question de savoir comment en déjouer le modèle, je dirais, assez généralement pour commencer, qu'envisager quelque chose comme une transition post-capitaliste, c'est formuler une proposition désirante, alternative et globale. C'est ça la difficulté. Alternative à quoi? Alternative à la forme de vie du petit nombre, la vie de l'entrepreneur capitaliste, et alternative à celle du grand nombre, qui est la forme de vie consumériste, la forme de vie du consommateur. Est-ce qu'on peut répondre à ça, à cette question-là, de manière précise et circonstanciée? J'en suis pas sûr. Une chose qu'on pourrait faire peut-être, c'est de constamment ramener l'entrepreneur capitaliste à ses possibilités réelles, à ses moyens réels, en ne se lassant pas de souligner que seul, il ne peut rien. Il peut bien prétendre entreprendre tout ce qu'il veut, mais s'il demeure seul, à la fin des fins, il n'entreprendra rien du tout. Il ne deviendra entrepreneur à ses propres yeux qu'à la condition de se faire préalablement un enrôleur. Il faut qu'il fasse venir des gens à lui. Or, tout le système capitaliste est agencé pour ce faire. Tout le système des structures sociales du rapport salarial sont des structures d'enrôlement forcé. Alors, me semble-t-il, il faudrait débaptiser l'entrepreneur. Voilà. Il faudrait le débaptiser, il faudrait lui trouver un autre nom. Enrôleur, moi, ça me semblerait un nom facile. Et puis, il faudrait de toute manière travailler plus généralement à détruire le mythe, à rappeler quelques histoires croustillantes d'entrepreneurs qui se sont faits tout seuls dans des garages de la Silicon Valley, évidemment au loin de l'État, etc., etc. D'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a quelque chose de shakespearien dans toutes les légendes entrepreneuriales qu'on nous vend et qui habitent les cerveaux des écoles de commerce. Il y a toujours un meurtre originel. Il y a toujours une spoliation originelle. Vous noterez qu'assez souvent, ils sont deux. Dans le garage, ils sont deux. Et puis à la télé, ils sont un. Et il y en a un qui a disparu. Alors, c'est notoire, hein. Steve Jobs et Wozniak, exit Wozniak. Bill Gates et je ne sais plus comment s'appelle l'autre, en tout cas exit l'autre. Zuckerberg et les frères Winklevoss, etc. Donc il y a toujours un meurtre au départ et une captation. Bon, voilà, alors c'est des moyens de raconter autrement la geste entrepreneuriale, si vous voulez. Et puis alors, je sais pas éventuellement ce qu'il faut faire, j'en sais rien. Se moquer d'eux, peut-être. Par la dérision, ça pourrait être une idée. Léo? Oui, bonsoir. Donc moi je suis étudiant ici à Paris et militant de la commune de Tolbiac, depuis Calais. Je vais faire... ok. Par ailleurs, moi je suis militant communiste et donc on partage peut-être pas les mêmes vues a priori, notamment parce que je suis pour évidemment l'abolition des classes et pour la société sans classe, ce qui peut-être nous distingue. Et pourtant j'étais étonné d'être tombé sur beaucoup de points d'accord avec ce qui a été dit, notamment dans les manières de poser les problèmes, et des choses qui peuvent aussi nous être utiles dans la lutte concrète, parce que la conclusion donc, de M. Lordon aboutissait aux 3 conditions qu'il fallait réunir pour que le mouvement social puisse se développer.
Et c'est sur ces trois, et je pense que ces trois conditions sont les bonnes. Je suis plus sceptique sur la réponse qui ont été apportées concernant les solutions à ces conditions. Donc les trois conditions, donc, la première, c'est, enfin une des trois en tout cas, c'est qu'il y ait la colère. Ça dépend évidemment pas de nous. Une intensité de colère, même vous avez dit, c'est assez donc là présent dans la société. Et on peut dire que dans beaucoup de secteurs, donc il y a des gens. Le deuxième élément qui a été cité, c'est l'accrétion. Le lieu d'accrétion de direction qu'on pourrait se doter, dont on pourrait se munir pour, comme ça a été dit, ne pas être envoyé dans le mur par des directions syndicales. Cette deuxième chose, j'ai l'impression qu'elle est en construction aussi. Il y a une coordination nationale qui se réunit dimanche et qui va peut-être être le pivot à partir duquel on pourra nous-mêmes s'organiser, où les AG pourront elles-mêmes s'organiser, un élément de coordination. Et le troisième point, donc c'est le point qui a été discuté tout ce soir, et sur lequel je voudrais revenir, et où là j'ai peut-être plus d'interrogations, c'est la question de où on va. Parce qu'effectivement, pour gagner, il faut désirer, et il faut savoir où on va. Et l'intérêt, je trouve, de toute cette conférence, c'est de donner un petit peu une profondeur sur laquelle on ne délibère pas forcément en Assemblée Générale. Et c'est en ce sens que je pense qu'il y a un vrai rapport. Où on va. Et c'est là où par contre, alors je suis d'accord pour même la manière dont c'est thématisé. C'est-à-dire c'est thématisé par, il faut poser la question du travail. Je vais devoir dépasser, je suis un petit peu désolé, mais... Pardon pour les camarades, c'est voilà. favorité. Si tu as le temps de développer un petit peu. Ok, alors la question du travail, de la valeur d'échange, de la valeur d'usage, comme ça a été tout à fait mentionné, et cette aliénation capitaliste de la subordination de toute chose à la valeur d'échange, qui est caractéristique, donc, comme ça a été mentionné, du mode de production capitaliste. Là où je suis plus sceptique, en fait, c'est sûr... Non mais attends, laisse-moi finir, une seconde, écoute, essaie de comprendre. Le point sur lequel je suis plus en désaccord, en fait, c'est sur la question des institutions et de la capacité qu'on aurait à proposer un autre modèle, un autre rapport au travail au sein de ces institutions bourgeoises. Et c'est là où... Et j'ai l'impression que c'est quand même comme ça que la question est posée, et que la transformation, toutes les propositions qui ont été mises en avant par M. Fréau, et qui consistent à dire qu'on va essayer de capter des sphères non capitalistes, c'est-à-dire socialistes, de partage communiste au sein de ces institutions, au sein de cette société, je pense que ce point de vue, il est fondamentalement, je vais finir là-dessus, je pense que ce point de vue, il est probablement... En fait, je ne pense pas que ce soit ce futur désirant vers lequel on puisse tous ensemble se battre et qu'on puisse tous ensemble aller. À quel point vous avez une appétence à respecter les règles. C'est quand même incroyable. Je reviens un peu sur la c'est ce futur développement et cette possibilité qu'on va avoir Non mais c'est vrai qu'il y a un point absolument décisif, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une lutte de classe? Et la réponse, le postulat, je dirais, de la science sociale aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de lutte de classe. Il y a une seule classe, c'est la bourgeoisie. Il y a une seule classe pour soi, une seule classe consciente de ses intérêts. En face, il y a des rapports de force provisoirement favorables, mais qui s'effritent vite. Il y a de la résistance, il y a... finalement, rien qui pose un sujet macro-social alternatif à la bourgeoisie. Je dirais que c'est le fonds de commerce de mes collègues, pour l'essentiel, dans la science sociale critique. Il n'y a pas de classe révolutionnaire, il n'y a pas de déjà-là communiste, et c'est d'ailleurs impossible dans le capitalisme, etc. J'ai construit à grand effort, parce que il a fallu que je le construise
contre ma culture spontanée, j'ai construit à grand effort, je m'en explique dans ce nombre d'ouvrages, le postulat contraire. Il y a une classe révolutionnaire, il y a du déjà-là communiste dans le capitalisme. C'est comme ça que la bourgeoisie a fonctionné. Elle est devenue une classe révolutionnaire qui a réussi parce qu'elle a construit du capitalisme dans la féodalité. Et il n'y a pas d'autre chemin. Le communisme, comme le dit Marx et Engels dans l'idéologie allemande, c'est le... J'ai oublié le mot d'ailleurs, mais tu vas me le redire, Frédéric. C'est le mouvement réel, voilà, j'oublie. C'est le mouvement réel par lequel nous sortons du capitalisme. Un mouvement réel, c'est des réalisations concrètes. C'est concrètement que l'on va vers le communisme. Le communisme, c'est pas une espèce de je sais pas quoi, moi, d'idéal ou de repoussoir. C'est un mouvement réel, et c'est pour un chercheur en sciences sociales, pour moi, le boulot d'un chercheur en sciences sociales, c'est d'épier ce mouvement réel. Si notre boulot, c'est de dire, mais vous savez, le capitalisme, c'est de la domination, et on n'en sortira pas du tout rien, on ne fait jamais que faire le récit dont le capital a besoin. Le capital a besoin qu'on nous raconte que le capitalisme est un système qui suscite des victimes. Et alors on va être solidaire de victimes. Moi j'ai dû sortir de cette pause tout à fait spontanée de la science sociale critique. Je ne suis pas un critique du capitalisme. C'est pas ça mon boulot. Mon boulot, c'est d'épier la vie, c'est d'épier l'émancipation et de la lire dans le mouvement réel de la société capitaliste. À mon tour de profiter d'un moment d'annonce publicitaire. Il y a demain à la Bourse du Travail une AG à 19h avec un certain nombre d'intervenants, et puisque nous avions un représentant de la commune de Tolbiac, qu'il sache et qu'il mette en débat dans les instances adéquates que nous aimerions qu'un étudiant soit là pour y intervenir. Voilà. Alors, la transmission des numéros de téléphone, mail, s'organisera, mais il nous faut quelqu'un. Voilà. C'est la Bourse du Travail de Château d'Eau. Vous êtes République. Alors, la question où on va. Là, évidemment, elle n'a pas de sens tant qu'on n'a pas précisé les temporalités qui doivent être différenciées. Alors bon, nous avons parlé depuis le début de l'horizon long d'une perspective révolutionnaire. Mais enfin, il faudrait n'avoir plus toute sa tête pour croire que la situation présente est réellement révolutionnaire. Elle ne l'est pas. Et pourtant, elle n'est pas porteuse de rien. Alors moi, je voudrais en revenir à l'horizon plus court de la lutte présente. Bon. Dans cet horizon-là, celui qui est véritablement à notre portée, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'organiser la coalescence. Il s'agit que ça se connecte de partout. Enfin, la situation présente est quand même tout à fait singulière. Je crois qu'on a rarement vu à ce point un alignement de planètes favorable. C'est en train de... Pardon? Ah bon, pardon. Ah d'accord. Le nombre de lieux de l'espace social qui sont en train de clignoter au rouge sur les tableaux de bord du gouvernement, à supposer qu'ils les voient, sont en nombre croissant. Les carrefours, les EHPAD, les cheminots évidemment, les postiers, etc. etc. Donc là, je pense que si on peut revenir un instant à notre situation présente, il y a une atmosphère qui est en attente de son précipité. Nous sommes en train de nous approcher de ces points critiques et il nous appartient de les franchir. Alors, petit point calendrier aussi pour la commune de Tolbiac et l'université ouverte. Je vous préviens aussi que, bon, pour
demain, mais ça fait pas concurrence. La conférence donnée par l'historien Guillaume Mazot sur le thème « Occuper et prendre le temps sous la Révolution française » n'aura pas lieu à 17 h mais à midi. Voilà. Et donc, il nous reste 10 minutes. Malheureusement, on n'a fait passer que 4 personnes, voilà, sur beaucoup plus, pardon. Et je vais vous achever parce que on va finir sur une question qui nous vient d'internet, aussi une deuxième, qui a été posée par un certain Will, et qui nous demande: dans les semaines qui viennent, nous est-il permis d'espérer? Oui. La commune de Tolbiac et ses alliés vaincront, chers camarades. Nous vous remercions tous, vous pour être venus, les occupants et la commune de Tolbiac, pour nous avoir permis de mener cette conférence à bien, nos deux invités.